Le sujet du jour, c'est l'internationalisation. Bon, c'est un sujet qui est complexe, forcément, par lequel passent de nombreuses entreprises à un moment donné de leur développement, avec du coup des challenges qui sont récurrents, des enjeux qui sont récurrents aussi selon les situations. Et donc, on a découpé le sujet d'aujourd'hui en deux parties, on va dire les questions qu'on se pose avant de se lancer, puis comment évaluer le potentiel d'un marché et lancer les premiers tests. Et ce qui est super intéressant, surtout sur ce sujet-là, c'est que du coup, Wiglot, ils ont lancé un programme qui s'appelle Go Global, où ils ont accompagné plusieurs boîtes dans cette phase-là d'internationalisation. Et donc, c'est aussi un petit peu les retours d'expérience multiples, on va dire, de ce programme-là qui vont alimenter la discussion d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc, du coup, c'est quand même Eugène Ernoult qui est là pour nous parler de ce sujet-là, CMO chez Wiglot. Eugène, peut-être est-ce que tu peux te représenter en introduction, du coup, pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui, quoi. Ouais, avec plaisir. Bonjour tout le monde et merci encore Axel pour l'invitation. Donc CMO de Wiglot depuis 7 ans maintenant. Wiglot, ça va avoir 10 ans l'année prochaine, en 2026. Donc on est une solution qui permet d'afficher un site en plusieurs langues et de gérer ses traductions. Généralement, quand une entreprise fait ça, c'est qu'elle s'ouvre à l'international. C'est pas forcément il y a des rares cas d'entreprises qui restent sur un marché local, mais qui est un marché bilingue ou trilingue, la Belgique, la Suisse, etc. Mais dans la plupart des cas, les entreprises qui veulent traduire leur site ont une ambition internationale. Et donc, nous, depuis toujours, chez Wiglot, on a des retours, on discute avec des entreprises. Alors, forcément, la brique traduction de site web, ce n'est qu'une petite partie du projet d'internationalisation. Mais forcément, on a des retours sur les challenges, les succès, les méthodes qui fonctionnent depuis très longtemps. Et comme le disait Axel, on a un peu par opportunité, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, on se disait, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin à essayer d'aider les entreprises à se lancer? Alors, ça n'a rien à voir parce on fait du soft, on fait du software, on est une B2B SaaS, on essaye au contraire de ne pas faire de service, on n'est pas une agence, on nous demande tous les jours, est-ce que vous avez des traducteurs? Nous, on n'a pas de traducteurs en interne. On connaît des agences, on connaît des freelances, on a des milliers de traducteurs qui utilisent Wiglot pour le compte de nos clients au quotidien. On a 45 000 clients payants aujourd'hui, donc on en a vraiment beaucoup de toute taille, partout dans le monde. Mais voilà, ça fait quand même longtemps qu'on trouvait l'idée à la fois intéressante et en plus, ça nous permet, nous, d'apprendre énormément, de se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas quand même faire un espèce de mini-programme d'accélération où on va sélectionner quelques entreprises, on va mettre un peu de budget pour payer des experts, pour payer du service, pour le coup. En tout cas, on finance, nous, ce service-là et on voit ce qui fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça depuis toujours? Parce qu'on a quand même régulièrement des leads qui viennent nous voir et qui nous disent, ça fait 2 ans que je sais que j'ai un potentiel en Espagne, mais je ne le fais pas, je fais que repousser, je fais que repousser, je fais que repousser. Ça, on l'a vraiment hyper souvent, ce retour-là. De l'international, c'est un sujet complexe, je ne sais pas par où l'attaquer, et donc je repousse, de quarter en quarter, d'année en année. Et on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on pourrait un peu, c'est notre bénéfice, plus d'entreprises se lancent à l'international, plus forcément elles vont vouloir, on l'espère, mettre Wiglot sur leur site. Et donc, on se dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas tester de casser ce cercle vicieux de je ne me lance pas, donc je ne vois pas le potentiel, donc je ne mets pas les budgets et le focus, donc je ne me lance pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un peu essayer de casser ça pour transformer ça en un cercle vertueux. Et justement, du coup, ça, c'est un peu la genèse, l'origine de ce programme Go Global. Parce qu'on va parler des enseignements juste après, mais ouais, c'était ça là, un petit peu ce par quoi je voulais commencer, effectivement, c'était c'est quoi ce programme, tu vois, puis à quels enjeux ça répondait, toi, dans ta stratégie marketing, parce qu'à la fin, ça reste aussi un levier, j'imagine, notoriété, puis tu l'as dit, c'était un levier aussi pour lever des objections récurrentes au final que vous rencontriez chez vos prospects, quoi. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing et l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing.
C'est justement là du coup intervient HIT, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut. Et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc HEEET.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Exactement. Donc, on avait ce projet dans les milliers d'idées de marketing. Vous en avez sûrement plein où on se dit, tiens, un jour, ce serait trop bien de faire ce projet qui est un peu un projet moonshot, qui sort un peu du marketing traditionnel. Lancer un accélérateur, c'est un vrai métier. Aider des entreprises à se lancer, c'est un métier dur en plus. Donc, vraiment, on était là, ouais, ça serait bien de le faire un jour, mais bon, on le fera demain, quoi. Nous aussi, on repoussait cette idée-là, quoi. Et en fait, on a une opportunité d'influence marketing, qui est aussi un des gros sujets, comme beaucoup d'entreprises B2B, sur lesquels on a pas mal accéléré dernièrement. Et on avait l'opportunité donc de travailler avec Blaise Matuidi, footballeur international de l'équipe de France. Qui est arrivé d'où cette opportunité-là? Comment? Qui est arrivé d'où cette opportunité, justement? Comment tu peux Blaise Matuidi, quoi? Alors, ouais, sans rentrer dans les détails, parce que je ne sais plus ce que je peux dire et pas dire, mais c'est via on travaille avec une agence d'influence B2B qui s'appelle Cast, qui nous aide donc à trouver des influenceurs, et c'est via cette agence-là qu'on a eu l'opportunité. Et on s'est dit, on trouve l'opportunité géniale, et on se dit, on va essayer de faire un truc sympa, et tout de suite, c'est Elodie qui s'occupe de l'influence, qui a dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette idée d'accélération, programme d'accélération, en fait, que Blaise Matuidi devienne le parrain de ce programme, donc qu'il en fasse sa promotion, plutôt que juste dire, ce qui est déjà très bien, mettez Weglot sur votre site, c'est une super solution française qui permet de s'ouvrir à l'international. On s'est dit, tiens, on va lui proposer, on a proposé à son équipe et à lui de devenir ambassadeur de ce programme d'accélération. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Cette opportunité nous a dit, OK, c'est le moment, on se lance. Et donc, on s'est dit, OK, on a scopé le projet, on a mis un budget, bien sûr, sur tout ça. Et on s'est lancé. Donc, l'idée, c'est très simple. On se dit, on prend 3 mois. On sélectionne, donc là, on a sélectionné 7 entreprises et on a fait pour l'instant que des entreprises françaises. Il y a 6 futures saisons de Go Global, il y a, ce qui est très probable, mais c'est encore en discussion. On ouvrira probablement à d'autres pays, mais pour l'instant, on s'est dit par simplicité et puis parce que Blaise Matuidi est quand même un footballeur français, on s'est dit, tiens, on va prendre que des entreprises françaises. Donc, on en a sélectionné 7. On a eu 190 candidatures de mémoire. C'est énorme. On était déjà hyper content c'est la visibilité de Blaise qui a pas mal aidé forcément, mais même sans ça, quand même, on a des entreprises qui ont postulé. Donc, on en a sélectionné 7 et l'idée, c'est de leur dire, OK, d'être très strict sur où est-ce que vous voulez vous lancer, où est-ce que vous en êtes. On va en parler, c'est un des sujets très importants sur le développement international, c'est de où est-ce qu'on en est avant de se lancer dans un nouveau pays. Est-ce qu'on est solide sur ses appuis, si on veut utiliser des métaphores de footballeux. Voilà, est-ce qu'on est prêt pour se lancer et on va les mettre dans les mains d'experts, donc qui connaissent le pays où ils veulent se lancer, qui connaissent l'industrie dans laquelle ils sont, pour les aider à avoir des premiers succès. Vraiment, l'élément clé, là, c'est parce que 3 mois, c'est rien dans le développement d'une entreprise, encore plus à l'international. Mais voilà, on s'est dit, est-ce qu'on peut avoir des objectifs très court terme, très pragmatiques, pour pouvoir se dire, OK, il y a des signaux positifs, l'international, ça peut marcher, ce nouveau pays, ça peut marcher. Et là, je vais mettre plus, je vais accélérer encore plus. Et je pense qu'un des gros learnings pour l'international, souvent, l'international, c'est énorme comme sujet. Se lancer dans un nouveau pays, je fais souvent la comparaison, c'est, imaginons, je suis une entreprise française, je me suis d'abord lancé en France, ce qui est plutôt logique. Je suis en train de faire un puzzle qui est un puzzle déjà compliqué. J'aligne mon produit avec mes sales, avec mon marketing, avec mon support, j'essaye de faire que tout ça, ça marche en France.
Et là, je vais me lancer dans un nouveau puzzle, un puzzle que je ne connais pas, où les pièces vont pouvoir marcher, mais pas forcément les mêmes pièces dans le même ordre. Ce n'est pas la même culture. Enfin, on est obligé de, en fonction du pays, rechallenger un peu certaines parties, parfois son produit, parfois son marketing, parfois ses sales, parfois les tout. Donc, c'est vraiment un autre puzzle. Donc, il faut être prêt à se lancer. Mais il y a quand même des tests qu'on peut faire pour justement savoir si ce puzzle il va être plus ou moins le même ou alors est-ce que c'est un truc complètement différent, hyper compliqué. Et en fonction de ça, décider quand est-ce qu'on se lance et comment on se lance. Donc voilà, on s'était dit, OK, on prend ces 7 entreprises et c'est hyper marrant parce qu'on a eu exactement les retours qu'on a eu sur le challenge de l'internationalisation. On a eu les cas typiques sur ces 7 entreprises qui se sont passées. Donc, ça nous a confirmé un peu dans justement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est hyper intéressant déjà. Et c'est hyper intéressant aussi de suivre au quotidien parce qu'on avait des retours, bien sûr, un peu de boîtes externes qui utilisent Wildot ou pas d'ailleurs, hein, à parler parfois moi avec des CMO qui me donnaient leur retour sur l'international. Et donc voilà, c'est hyper intéressant pour nous, pour la création de contenu. Hein. Tu posais la question de l'objectif marketing derrière pour nous, bah forcément, c'est de se mettre dans la peau de nos clients. Donc, de nos potentiels clients, c'est toujours hyper intéressant. Et là, ça nous a permis de faire ça sur une période en plus assez longue, hein, en tout cas pour cet objectif-là, de suivre des entreprises pendant 3 mois, voir leur challenge, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, c'était hyper intéressant. Donc, ça nous a donné 1 milliard d'idées de contenu. On se disait, mais en fait, on avait l'impression au bout de 7 ans d'avoir écrit sur tout ce qu'on pouvait écrire sur le sujet de l'international. Et en fait, il y a plein de sujets. On s'est dit, ça, on ne l'a pas traité. Donc voilà, plein d'idées de contenu, plein d'idées d'autres actions marketing où on va pouvoir aider nos leads ou potentiels ou nos clients pour la suite, quoi. Ouais, puis j'imagine aussi un impact un peu brand notoriété qui est quand même pas mal, quoi. Bien sûr, de manière très directe, le fait de lancer ce programme, ça a fait parler de nous. Ouais. Bon, on pourrait rentrer dans 1000 trucs sur effectivement la construction market de ce programme-là, mais au final, bon, peut-être qu'on verra dans la discussion derrière, tu vois, si on creuse ça, mais au final, du coup, je disais, le but de l'échange, c'était effectivement qu'on revienne sur ces apprentissages que tu dis. Au final, vous avez remarqué un petit peu toujours les mêmes erreurs et puis les mêmes enseignements à tirer en fonction de l'expérience des entreprises que vous avez accompagnées. Donc, j'allais dire, au final, le premier enseignement, donc la première chose sur laquelle être vigilant quand on veut se lancer. Donc, on était un petit peu sur effectivement les questions à se poser avant de se lancer. Du coup, c'est quoi le premier sujet sur lequel tu voudrais revenir, quoi? Et donc, je l'ai un peu dit en parlant d'être solide sur ses appuis. Vraiment, le truc qu'on voit systématiquement, c'est des entreprises qui sont en fait pas prêtes à se lancer parce que elles sont pas encore assez solides sur leur marché principal. C'est assez révélateur quand on lance un nouveau pays. Souvent, les entreprises qu'on a pu voir, soit dans le global, mais pas que, hein, même avant, on leur pose des questions et typiquement, c'est quoi vos personas aujourd'hui en France? C'est quoi le message qui marche? C'est quoi les canaux d'acquisition qui marchent? Bien sûr, si les réponses à ces questions ne sont pas claires, il y a une très grosse chance ou risque que ce ne soit pas clair à l'international. Ou paradoxalement, il y a quelques entreprises qui, le fait de se lancer, se sont rechallengées sur ces questions-là et ont clarifié tout ça. Donc, ça a été une étape importante parce que ça les a aidés à clarifier leur persona, clarifier leur message, clarifier les canaux qui marchent. Mais bien sûr, ça paraît évident, mais je vous promets qu'on le voit souvent. Si ce n'est pas clair sur votre ou vos marchés principaux, si vous en avez plusieurs, ça sera parce que ça, il va falloir le rechallenger. Donc, ce ne sera pas clair. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on l'a vu. Si la boîte n'est pas assez structurée, pas assez au clair sur tout ça, ça n'aide pas. Ce n'est pas forcément une question de maturité. Hein. On voit des entreprises qui sont jeunes, mais qui ont quand même une vision très claire de « OK, même si ça fait que quelques années que l'entreprise existe, ils savent ce qui fonctionne. Ils ont trouvé un product market fit.
des canaux d'acquisition qui marchent et un persona très, très clair, très ciblé, très, très niche. Et ça, aucun souci, ils peuvent se lancer à l'international. Là où il y a des entreprises qui, même parfois, sont un peu plus âgées et qui sont encore dans le flou parfois ça marche, mais ils ne savent pas trop pourquoi ça marche. Et donc, ça n'aide pas à aller plus loin. Ouais. J'avais moi la première fois, tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce que la première fois qu'on m'a parlé d'international, je me rappelle, c'était mon CEO, c'était une espèce de fuite en avant, quoi. Ouais. On essayait d'ouvrir un nouveau marché en France, et du coup, bon, on n'avait pas encore trop trouvé ce qui marchait, on arrivait à générer pas mal de leads, mais les commerciaux n'arrivaient pas trop à convertir, donc on galérait à trouver au niveau produit ce qui faisait la différence et tout. Puis je me dis, vas-y, traduis le site, mets Weglot, d'ailleurs, justement, c'est la première fois qu'on avait mis Weglot. Et puis on va voir en anglais déjà aussi si on arrive à générer des trucs. Et puis je dis, non, attends. Effectivement, Alors, alors tester en mettant Weglot ou on en parlera après. Il y a des tests qui sont possibles à faire pour valider l'intérêt. Et ça, c'est intéressant. Ça peut être fait très vite en amont pour choisir quel marché a le plus de potentiel. Ça, carrément. Ouais, mais il faut déjà être solide sur ses appuis, c'est ce que tu disais, mine de rien, il faut déjà avoir trouvé la formule qui marche en France. Oui. Si c'est parce que en fait, mon marché principal, il n'y a rien qui marche. Ouais, c'est ça. La fuite un petit peu en avant, quoi. Exactement. Donc, ok, valider le premier marché de l'entreprise. Donc ça, on va dire un petit peu, ça paraît une des bases en tout cas. Et là-dessus d'ailleurs, il y a la... des entreprises par contre qui se lancent international parce que en fait leur marché principal, c'est pas la France. Et ça, c'est très bien. Mais pour moi, c'est pas de l'internationalisation. C'est plutôt trouver son premier produit marketing. Il y a des entreprises françaises qui en fait ont eu un market fit aux US et en fait les US c'est leur premier marché. Et ils se sont développés aux US. Et ça, très bien. Mais c'est une démarche différente que OK, j'ai un premier pays, j'essaie d'en ouvrir un autre. Ouais, tu vois, c'est vrai que j'avais sur le podcast Lemlist ou Photobuster ou des trucs comme ça qui sont des boîtes internationales par nature, en fait, dans leur conception, directement lancées en anglais, quoi, presque. Donc, oui, là, c'est pareil. Le SaaS, c'est un peu particulier parce que nous, on est dans les US, c'est notre marché numéro 1, 35% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, on a la France, 10%, l'Allemagne, 9%. C'est très étalé, mais c'est lié au SaaS où c'est hyper, comme tu le dis, international par défaut. Qui est à la fois, ce qui est génial, clairement, mais donc c'est différent. C'est pas le même qu'une boîte B2B sales, sales-led qui va ouvrir un premier marché qui va faire 80%, 90% de son chiffre d'affaires dans ce marché-là avant d'en ouvrir un autre en recrutant et avec des process plus classiques. Ok, donc deuxième base, deuxième facteur que vous avez identifié, deuxième critère de réussite, en tout cas à valider avant de se lancer. Ouais, c'est une question de priorité pour l'entreprise. Ça, on l'a vu dans Go Global. Je ne vais pas citer les entreprises. L'idée, c'est pas de dire qui a bien fait, pas bien fait, mais clairement, est-ce que l'international, c'est une priorité pour tout le monde? Parce que vraiment, s'il y a le plus gros challenge de l'international, pour moi, s'il y a un truc à retenir de tout, c'est que c'est un ownership qui est diffus. Forcément, le produit va devoir peut-être, enfin en tout cas se poser la question de est-ce que le produit doit être adapté à ce nouveau marché. Les sales vont devoir adapter leur manière de vente. Le marketing va devoir adapter, ou pas encore une fois, mais en tout cas se poser la question de est-ce qu'il faut adapter le marketing. Donc, si ce n'est pas une décision collégiale et de toute l'entreprise, ça ne va pas marcher. Il y a vraiment ce truc où l'ownership est diffus, c'est normal, c'est un sujet global. Ça ne peut pas être pris que par une équipe qui va se dire je vais craquer l'international. Alors, j'imagine qu'il y a des exceptions où ça a fonctionné comme ça, ça doit exister. Mais globalement, si ce n'est pas porté par le CEO, si ce n'est pas sur le planning 2026, on lance un nouveau pays, ça peut être. On veut se lancer international en 2026. Au Q1, Q2, on va faire des tests, on va valider le marché prioritaire et ensuite on va accélérer, etc. Mais si ce n'est pas au planning, clairement, fin 2026, l'entreprise sera au même constat de en fait, ça n'a pas été priorisé. Et donc, il faut que ce soit vraiment. Ça, on l'a vu quand il y a une entreprise de Go Global, j'y pense, où même, c'est marrant, le CEO était. Donc, ce n'est pas le CEO qui avait postulé au programme, c'était quelqu'un de l'équipe marketing.
Et il a un peu découvert, un peu après qu'ils aient été sélectionnés, qu'il participait au programme. Et lui, il a switché, il s'est dit, OK, il y a cette opportunité, on va y aller à fond, quitte à avoir cette opportunité. Et donc, il s'est mis, il a embarqué toute l'équipe sur, on va en profiter pour vraiment tester de se développer international. Et eux, ça a super bien marché. Mais parce que justement, le CEO s'est lancé et on a fait une priorité pour tout le monde. Oui, pour toute la boîte, quoi. C'est pas juste le market qui va tester dans son coin ce que ça donne pour voir, sinon ça marche pas, quoi. Ouais, Et quand exactement. tu te dis, du coup, priorité, justement, fixer que ce soit une priorité pour toute l'entreprise, ça veut dire mobiliser les équipes, ça veut dire potentiellement recruter, ça veut dire valider les budgets. Ouais. Et ouais, c'est le dernier conseil global. Donc, c'est cette question de budget qui est dure, hein, parce que ça coûte cher à l'international, vraiment. Surtout si on veut se lancer dans des pays compliqués comme les US, l'Allemagne, si ça marche, ça peut être un game changer hein, pour l'entreprise. Hein. C'est des marchés qui sont énormes et qui peuvent être une énorme source de croissance pour l'entreprise. Par contre, généralement, ça coûte cher. Donc, le challenge, c'est d'arriver, nous, ce qu'on voit et ce qu'on conseille de faire, c'est de faire ça par étapes. C'est-à-dire, il faut savoir qu'à un moment, je vais mettre du temps, donc recruter ou mettre du temps de mon équipe actuelle pour ce sujet international et du budget, notamment pour recruter ou pour accélérer en marketing. Par contre, donc avant de se dire je vais mettre 1 million sur ce sujet-là, ce qui est bien, c'est de faire donc, des tests et de faire ça par phase. C'est-à-dire, je fais des tests, voilà les tests que je vais faire, voilà les succès que je veux à la fin de ces tests, quels sont les signaux que je veux avoir et les premiers succès que je veux avoir à la fin de ces 3 à 6 mois de tests. Si je les ai, par contre, je débloque la deuxième étape qui est, j'ai un budget. Limite, plus ça peut être défini en amont et que tout le monde est d'accord qu'on fait une première phase de test. On est d'accord que si on en est là, on recrute un sales sur place. On débloque du budget marketing pour localiser, faire de l'événementiel encore plus, trouver des partenaires, enfin, ce qui fonctionne pour le go-to-market. Et ça, c'est une deuxième phase. Si cette deuxième phase, elle est toujours dans le vert et les signaux sont bons, on débloque une troisième phase. Et l'avoir marqué ça et validé par tout le monde, c'est hyper fort parce que sinon, on peut se retrouver dans la situation où le marketing fait son taf, il y a des premiers signaux, il y a des leads entrants qui arrivent sur le site, qui demandent des calls avec l'équipe sales ou qui sign up si c'est un SaaS. Mais là, la réponse, ça peut être vous y arrivez bien, est-ce qu'on peut continuer avec les moyens du bord pour développer la suite, quoi. Alors que si on a déjà dit en amont à tout le monde, on arrive à cette étape, on recrute et on met plus de moyens, ça aligne beaucoup plus. Ça, pour le coup, c'est pas trop dans Go Global qu'on l'a vu, mais c'est avec d'autres CMO que j'ai pu. Et notamment, je me souviens, Patrice, qui quand il était chez Partout, il m'avait dit, alors je sais plus si c'était aussi structuré ça, mais ils avaient quand même des étapes comme ça où ils savaient que il y avait une première étape où c'était avec un stagiaire de mémoire marketing. Ensuite, c'était ils recrutaient un sales sur place ou l'inverse. Je ne sais plus exactement dans quel ordre c'était. Mais en tout cas, ils avaient plusieurs étapes de développement. Et forcément, ça aide à ce que ça fonctionne mieux. Ouais, toi, dans la projection marketing, en fait, c'est ça, c'est de verrouiller les étapes qui vont te permettre de débloquer les budgets supplémentaires ou de recruter les ressources, mais que ce soit bien cadré avant pour pas te retrouver effectivement coincé en continuer avec les moyens du bord, parce qu'après tout, vous avez validé les premières étapes, parce que sinon, tu risques tout simplement de faire péricliter le truc. Faire mieux avec moins, Ouais. c'est un sujet constant du marketing. C'est clair. Ça risque d'encore plus arriver si c'est pas clarifié en amont. Ok, donc on a dit effectivement, donc avant de se lancer, bien solide sur les appuis sur le marché principal, s'assurer que c'est une priorité transversale pour toute l'entreprise, Ouais. verrouiller les budgets et le plan de déploiement au final. Et donc maintenant, tu disais, toi, ce qui était intéressant, c'est que vous avez cherché à avoir des résultats rapides pour identifier les bons marchés et tester sur 3 mois, quoi. Donc en fait, c'est quoi les premiers tests? Comment tu identifies les marchés potentiels? Qu'est-ce que tu mets en place pour tester justement pour avoir des résultats rapides et pouvoir prendre des décisions? Ouais, carrément. Alors ça, c'est vraiment unique à chaque entreprise. C'est comme le marketing
d'une entreprise, hein. Il n'y en a pas un qui est similaire, hein. C'est assez dingue. Les équipes sont différentes, le marketing est différent. Bah, là, c'est pareil. Donc, vraiment, c'est se poser. Alors, il y a la question de faire une analyse de marché qui est toujours assez. Il y a des gens qui détestent, des CMO avec qui ou des entrepreneurs avec qui j'ai parlé qui disent ça sert à rien, faut aller sur place, c'est de la merde, les Grosses analyses. analyses, ouais. Et il y en a d'autres qui ont trouvé ça utile. Alors, donc, nous, notre conseil, et c'est ce qu'on a fait, hein, pour Global, c'est on a essayé de faire quelque chose de très pragmatique. Donc, on a trouvé un expert qui connaît le marché, donc un expert US pour une boîte qui veut se développer aux US, et qui connaît l'industrie et qui fait une micro-analyse. Vraiment, l'idée, c'est de passer quelques jours, un truc très, très simple, pas plus. On n'est pas sur une étude McKinsey, c'est vraiment… quand même, j'essaye de donner des conseils, hein, j'ai envie de dire, assez bêtes et méchants, mais franchement, ça aide. Et ça peut être pas forcément par un expert externe, ça peut aussi être, on l'a vu ça, via des partenaires. Donc, nous, typiquement, Weglot, nos gros partenaires, c'est les agences web. Et bah, eux, ils connaissent. Donc, une agence web aux Pays-Bas, elle connaît très bien les Pays-Bas, elle connaît très bien le marché et ce que demande un client qui veut faire un nouveau site aux Pays-Bas. La Et donc, concurrence. à faire 10-15 calls avec des agences aux Pays-Bas, c'est une mini-analyse qui est même faite en interne, ça va permettre d'apprendre beaucoup sur ce pays. Et donc, voilà, nous, on conseille quand même de faire ça. Ça, c'est le côté un peu micro-analyse. C'est toujours hyper intéressant. Deuxième truc classique, si c'est le cas pour vos entreprises, c'est de passer par vos clients actuels qui ont des filiales à l'international. Ça, c'est un conseil assez classique, mais qui marche vraiment bien. On est déjà client. Souvent, il y a même souvent des demandes internes qui remontent, hein. Ça marche bien en France. On veut déployer la solution en Allemagne. On a une filiale en Allemagne. On veut mettre dessus. Et là, c'est super parce qu'ils sont souvent hyper sympas sur être un peu un pilote du produit. Remonter, voilà, nous, la spécificité de l'Allemagne versus la France, c'est que ça ne fonctionne pas pareil sur tel sujet, légal, pricing, etc., etc. Donc ça, c'est un super moyen de tester le marché. Et ensuite, bien sûr, les classiques, c'est aller sur place, ne serait-ce que pour un événement, pour rencontrer des partenaires. Donc, ouais, aller sur place, faire des tests en ligne, donc traduire son site, bien sûr, avec Weglot. Évidemment. Et faire des campagnes de tests, soit avec de l'ADS, hein, classique. Donc, je traduis mon site, je mets un petit budget d'ADS sur ce marché avec juste un freelance qui connaît ce marché, donc, par exemple les Pays-Bas, qui va traduire quelques campagnes et on va essayer de voir si ça crée de la demande s'il y a de la demande sur les mots clés les plus importants pour l'entreprise. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre sur ce sujet? Donc, ouais, les signaux déjà. Regardez les signaux qui sont déjà présents. Donc, il y a peut-être déjà du trafic, hein, sur le site marketing aujourd'hui qui viennent d'un pays. Il y a peut-être déjà des demandes entrantes qui viennent de ce pays-là. Il y a peut-être une adoption naturelle dans un pays qui fait que ça ne veut pas dire que c'est forcément le bon pays, hein, mais c'est quelque chose à prendre en compte dans les signaux pour choisir un pays. Et ensuite, les questions classiques, c'est bien sûr le fit produit. Il y a des produits qui fonctionnent mieux dans certains pays. On a fait un événement sur l'Allemagne et il y avait Damae Medical qu'on avait fait intervenir. Eux, ils font une technologie pour la détection des cancers de la peau. Et l'Allemagne, il se trouve, je ne savais pas du tout, c'est un pays où il y a beaucoup de cancers de la peau parce qu'ils ont la peau très blanche et c'est une zone où je ne sais plus quoi, bref. Et donc, c'était assez naturel. Il y avait un fit marché, un fit produit qui fait qu'ils se sont développés naturellement en Allemagne. Ouais, donc ça, forcément, à regarder la taille du marché, la maturité du marché,
la concurrence, les questions classiques. Je me souviens c'est Pléo qui me disait, la CMO de Pléo, non pas la CMO, Rebecca, qui est en charge du développement, qui a développé notamment la France et l'Espagne, et qui me disait que en France, il y avait beaucoup de concurrence, Pendesk, etc. Alors que l'Espagne, c'était un super fit parce que justement, il y avait la maturité, mais il y avait moins de concurrence en local. Il n'y avait pas des équivalents Spendesk en local. Et donc, ils ont priorisé l'Espagne. Donc, c'est intéressant de regarder, bien sûr. Parfois, ça peut être un signal positif qu'il y ait des concurrences. Ça veut dire que le marché est mature. Et donc, il y a de la demande, ouais. Il y a déjà de la demande, il y a il y a de l'éducation qui a été faite sur le produit, donc on comprend et c'est facile de se comparer à un concurrent. Parfois, c'est pas la bonne idée parce que le concurrent est trop en place, c'est un concurrent local qui est hyper dur à bouger, quoi. Donc voilà, ça, c'est les questions bien sûr classiques, mais qui sont importantes. Les questions de régulation légale, contraintes locales, qui sont importantes en fonction du produit aussi. Donc, si j'essaie de reprendre un petit peu ce que tu as dit, donc pour les entreprises que vous accompagnez, en gros, donc tu fais, pour identifier, on va dire, le bon marché, tu fais la mini-étude en passant soit par des locaux, soit par des partenaires, mais en tout cas des experts du marché pour sonder rapidement, peut-être mapper la concurrence et justement voir un petit peu les problématiques, où en sont les prospects sur ce sujet-là. Derrière, tu essaies d'identifier les signaux faibles, on va dire, ou en tout cas les opportunités que tu peux avoir, soit par des clients, par des extensions dans des filiales, soit parce qu'effectivement, tu disais, il y a des opportunités de marché, comme avec cette histoire des Allemands, les pauvres. Et du coup, après, tu disais construire rapidement les premiers tests. Donc, c'est mettre des KPI. Enfin, on va suivre un petit peu ce que tu disais avant dans la validation des budgets et des étapes, mais en tout cas, c'est définir les premiers critères de succès et lancer les premiers tests. Et là, du coup, tu disais potentiellement aller sur place à un event, Ouais. activer, traduire son site, activer des campagnes de paid, potentiellement avec un freelance local. Oui. Ou pas. Enfin, Un freelance qui connaît le marché. Qui connaît le marché. Mais oui, qui connaît le marché et qui parle la langue généralement. Ok, donc ça a construit les premiers tests pour du coup valider la demande. Potentiellement, ça c'est des trucs que vous avez fait, tester plusieurs marchés en parallèle pour voir sur lesquels il y avait plus d'appétence, ou alors vaut mieux mettre son focus sur un seul, quoi. Ouais, on a l'exemple on a 2 entreprises de Go Global qui ont testé 2 marchés. Nous, on conseille de ne pas faire plus que 2. Enfin, ça dépend de Est-ce que si toute l'entreprise est à fond sur ce sujet, donne de la bande passante, ça peut être plus, mais généralement, on conseille 1 ou 2 marchés à tester en parallèle, sinon ça peut vite être le bordel. Donc, ouais, pas trop se focus. Voilà, j'estime. Et il y a un dernier point qu'on voit quand même. Parfois, il y a des opportunités. J'ai un sales qui est espagnol ou qui est hispanique, qui parle espagnol. Il se trouve qu'en fait, l'Espagne, c'est le top 2 dont on a fait une matrice. On a un peu essayé d'identifier le marché le plus fort. On va prioriser l'Espagne parce qu'on a déjà la ressource en interne versus, alors en fait, le marché parfait pour nous, c'était l'Allemagne, mais on n'a personne qui parle allemand dans l'entreprise. Forcément, ça joue aussi s'il y a des opportunités un peu en interne, opportunités clients, comme on l'a dit, mais aussi opportunités équipe bande passante, quoi. Ouais, et puis tu disais aussi la proximité réglementaire. C'est vrai que tu vois, ça c'est un sujet qu'on avait eu, parce que moi je travaillais sur de la facturation électronique. Et du coup, quand on a commencé à regarder les nouveaux marchés, effectivement, tu vois, c'est un sujet qui est super réglementé en France, enfin, qui est réglementé différemment dans tous les pays. Et donc, il se trouve que tu as des pays qui sont plus proches aussi en termes de réglementation sur ce que tu peux faire, quoi. Exactement. Et ouais, partenaires locaux, vraiment, ça revient souvent. Bien sûr, si l'entreprise est distribuée, un des canaux de distribution, c'est via des partenaires. C'est logique d'aller aussi chercher ces partenaires locaux qui, en plus, vraiment, c'est des mines d'or parce qu'ils connaissent le marché, ils savent ce qui va résonner ou pas auprès de leur audience. C'est eux qui vont faire ce travail d'adapter, de localiser le message, les arguments de vente. Donc ça fonctionne très bien de passer par cette étape-là en premier. C'est souvent un super moyen d'apprendre beaucoup de choses avant ou en parallèle d'y aller en direct. Ok. Et peut-être un dernier exemple que je vois de plus en plus, mais bon, après, c'est un des sujets du moment, l'influence marketing.
pour faire des tests. On l'a vu là, j'ai 2 exemples d'entreprises qui m'ont dit récemment qu'ils ont testé avec des influenceurs locaux et ça leur a permis de voir, OK, il y a une impétence, ça m'a permis de générer de la visibilité et des opportunités business via des influenceurs qui sont souvent, ça dépend des marchés, même moins chers que si je cherche un influenceur qui est aux US ou qui est en global, international. Ouais, j'avais fait un épisode avec Erwan Gauthier qui était chez Ah bah Folk. ouais, ouais. Il était chez Folk à l'époque, maintenant il est Head of Growth chez Lemlist. Et justement, lui, il me disait que chez Folk, ils avaient testé comme ça, je sais plus si c'était le Brésil ou l'Australie, par de l'influence. Du coup, en menant des campagnes sur des micro-influenceurs très ciblés pour tester l'appétence et les messages. Ouais, Et du coup, ça permet d'aller vite, quoi. Vite sur exactement. sur des audiences qualifiées, quoi. Exactement, et ça a le même avantage que le partenaire local, c'est que souvent l'influenceur, il connaît son audience, il sait ce qui va résonner pour eux, donc c'est assez intéressant. Très cool. Écoute, juste avant qu'on ouvre les micros et puis qu'on pose des questions, est-ce que tu as une dernière chose que tu voulais mettre en avant, une dernière leçon du programme, un petit peu en forme de conclusion? Alors du programme, non, je crois que c'est à peu près tout. Plus globalement, je dirais, c'est une fois qu'on a fait cette phase de test et qu'on a des signaux, la grosse question qu'on voit souvent après, c'est si on a décidé d'y aller, c'est comment y aller. Est-ce que je recrute on part du principe qu'on est une entreprise française. Est-ce que je recrute en France, là où j'ai mon HQ, mes bureaux principaux? Est-ce que je recrute sur place? Et vraiment, là, on a les deux, on voit les deux. Est-ce que je vais sur place aussi? Ça se fait pas mal, surtout pour aller aux US. Hein. Parfois, il y a un founder qui va aller sur place pour vraiment lancer le pays. Il y a un peu de tout. J'ai des gens qui m'ont dit, nous, c'était hyper bien d'avoir, parce qu'il y a des intérêts, des avantages, inconvénients dans les deux cas, d'avoir quelqu'un qui est avec toute l'équipe en France. Ça permet de comprendre l'entreprise, la culture, d'être proche du produit, proche de toutes les autres équipes. Là où avoir un sales en local, ça peut le mettre très loin de l'entreprise. Mais avoir quelqu'un en local, ça a les avantages d'être sur place, de mieux comprendre les leads et tout. Donc, ouais, il y a vraiment des avantages, des inconvénients dans les deux cas. Je pense que souvent les entreprises font un mix des deux, c'est-à-dire ils commencent en France et le sales, dès que ça fonctionne bien, ils envoient le sales et ou le marketing. Pareil, la question du marketing, ça peut très bien se faire depuis le HQ en France, si c'est une boîte française, ou alors d'avoir des gens sur place. C'est assez varié ce sujet-là. À condition, comme tu disais, quand même de se reposer sur de l'expertise locale, que ce soit par des partenaires ou potentiellement des free ou des choses comme ça qui peuvent venir en support de quelqu'un qui est localisé, quoi. Enfin, qui est s'il y a un centralisé. bon partage ce qu'il faut, c'est que l'équipe locale ne soit pas coupée du global. C'est hyper important. Donc, c'est sûr que si elles sont sur place avec le global, ça aide. Mais ouais, ça peut fonctionner s'il y a beaucoup de communication avec l'équipe globale. Très cool. Eh ben, écoute, merci pour ça, Eugène, et pour tes retours. C'était super intéressant.